Bon, et ben, Madame Redélé, donc merci de nous recevoir chez vous. C'est un immense honneur d'avoir une petite heure en votre compagnie et je suis hyper heureux que vous soyez OK pour nous raconter un petit peu la façon dont vous avez vécu toute cette histoire automobile et que nous, on puisse avoir un côté que les gens n'ont pas forcément pu avoir dans les interviews précédentes. Voilà. Oui, et puis moi j'apprécie beaucoup que les gens de votre génération, parce que c'est une autre génération que celle de mon mari, soient encore intéressés, comme ils le sont. Et la trace qu'ils laissent est sympathique. C'était sympa l'ambiance, vous assistiez un peu à cette course ? Je vais vous dire, cette époque de la course automobile, il n'a plus rien à voir avec ce que c'est maintenant. Ils couraient sur route ouverte déjà. Vous imaginez les Miliac et 1600 km sur route ouverte en Italie. Donc, ce qu'il y avait d'astucieux dans ce système, c'est que le numéro de leur voiture était l'heure de départ. Ouais. Donc, si vous le savez, vous coupez. Vous y étiez quand il a roulé en... Non, là, c'est pas encore, mais assez vite. Bon, c'était un peu la même époque. Comme il était très rapide en montagne, il était imbattable. Il arrivait et les gens n'étaient pas encore prêts pour les chronos, mais ils pouvaient voir simplement avec l'heure de voiture. Il faisait des moyennes en montagne, il était absolument imbattable. Il avait l'esprit de compétition, ça c'est sûr. Il était capable de travailler très, très, très fort. Et puis à côté de ça, après, pouvoir se détendre, mais un peu, mais pas trop. Puisqu'après, il a une autre passion dans la vie, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, c'était après la voiture, c'était le bateau. Donc d'abord, ça a été l'avion. Hein. Ensuite la voiture, et ensuite il a beaucoup aimé, enfin ça c'était une distraction. Tout ce qu'on peut faire avec le vent. Jean avait une force morale absolument... une année, alors ça je vais vous raconter, toutes ces voitures sont cassées. Eh bien tous les pilotes sont partis, les mécanos aussi. Jean est resté dans son stand jusqu'au bout tout seul. Par fierté? Oui. Il était là, il ne s'est pas sauvé. J'avais trouvé ça formidable, personnellement. Vous étiez là? Oui. Au tout début, c'était quoi la vision de Jean pour sa vision de la voiture, de l'automobile? Alors, si vous voulez, là où Jean a été visionnaire, vraiment, et ça je peux vous dire que de toutes les victoires qu'il a eues, celle dont il était le plus fier, c'est d'avoir été... je crois 3 ans de suite, gagner l'indice énergétique du Mans. Et ça, pour lui, c'était... Et quand on voit ce qui se passe maintenant, hein, la légèreté, le poids, c'était nouveau. Les voitures en plastique, à l'époque, on disait qu'il était un peu fou. Hein. Il faut que vous sachiez que la berlinette, quand on a passé les tests de sécurité, il fallait heurter un mur à 65 km/h de face. Je ne sais pas si vous connaissez les règles du jeu pour obtenir l'homologation. Alors quand on est arrivé, mes gars sont arrivés avec leur berlinette, les techniciens rigolaient doucement de voir la petite voiture heurter le mur en disant ça va faire comme une coquille d'œuf qui s'écrase. La coquille d'œuf qui s'écrase, en fait, c'est pas écrasé du tout, c'est la seule voiture qui soit repartie des tests. Comment est-ce que... Alors ça, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que les visionnaires, souvent, sont trop en avance et sont effectivement qualifiés un peu d'illuminés? Comment est-ce qu'ils géraient ça? Non, ils sont forcément en avance, les visionnaires. Ils se projettent. Et dans l'environnement de Jean, tout le monde lui disait vraiment ce que tu fais, ça marchera pas? De toutes les façons, il faisait que ce qu'il voulait. Hein. L'environnement avait une importance tout à fait modérée. Mais du coup, dès le départ,
il y avait une espèce de volonté de la régie d'essayer de se réapproprier. Surtout une jalousie. Oui. Dès le début. Dès le début. Une vraie jalousie. Et ça, c'était juste, ça se ressentait autrement que sur une espèce de réappropriation on a eu la chance quand même une époque d'être assez proche du président de la régie qui était Monsieur Le Faucheux, qui c'était le début il avait très bien compris ce que voulait faire Jean et malheureusement il a eu un accident, il est mort, mais il l'aurait beaucoup aidé au départ. Et après, ça a été des hommes différents qui auraient peut-être voulu faire ce que Jean faisait. Parce que c'est un aspect de l'automobile passion, si vous voulez. Et là, ça a été beaucoup plus difficile. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la relation avec Renault? Oh là là, c'est difficile ça. C'est évident que Renault, qui était une régie à l'époque, était une grande dame, qui avait ses impératifs et qui n'était pas, peut-être pas l'esprit très sportif, mais était quand même très contente de partager les succès que nous rencontrions, notamment à l'étranger. Et je me souviens de M. Dreyfus, du président de Renault, à un salon où le président de la République était passé d'abord voir son stand. Il était venu sur notre stand avec le même président en question, et de dire au président de la République: vous m'avez félicité pour les succès de Renault à l'exportation, mais une des raisons pour lesquelles on a nos succès à l'exportation aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'on les doit à Alpine, à Jean Rédélé, à toute son équipe, et tout le monde n'en est pas très conscient, mais ils nous ont rendu de services fabuleux. C'était une reconnaissance très honnête de la part du président de la régie. Le président, c'était le général de Gaulle? Le général de Gaulle restait plus longtemps sur le stand Alpine que sur le stand Renault. Et c'est lui qui nous disait que on allait courir le lendemain de la présentation où il venait au salon une épreuve à Montlhéry avec le nouveau prototype 3 litres, de dire: mais attention, la piste de Montlhéry est très mauvaise, est-ce que les suspensions vont tenir à 300 à l'heure, est-ce que vous y avez pensé, etc. J'étais sidéré qu'un président de la République sache qu'effectivement l'anneau de Montlhéry était en très mauvais état. Le père de Gaulle était quand même un personnage fabuleux. C'est difficile quand je vous parle au début où ça a commencé. Je vous dis, c'était, je ne sais pas si vous avez l'iconographie de la régie, mais enfin il y a les présidents qui sont succédés les uns après les autres. Le plus intéressant, le plus bienveillant, c'était Pierre Le Faucheux. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu après Pierre Le Faucheux? Ça a été encore possible. Et puis après, il y a très vite une espèce de jalousie. Vous savez qui c'était. Et puis il fallait financièrement que Renault intervienne quand même. C'était difficile. Donc c'était une relation qui n'était pas facile, mais qui était un peu obligée d'un point de vue financier. Voilà, exactement. Racontez-moi un peu la relation qu'il avait avec tous ces gens-là. Est-ce que c'était très paternaliste? C'était... Comment vous dire? C'était normal. Je voyais, ça n'avait rien d'excessif. Ça se déroulait comme ça, sans heurts. Sauf la seule fois où il y en a eu, il y a eu une grève à Dieppe, ouais, importante, et c'était assez impressionnant. Et Jean est sorti de l'usine, il y avait devant lui, enfin, et par contre, il y avait, je crois qu'il s'appelait Arrivel. Il était sorti avec une énorme clé à molette. Parce que Jean me disait, c'est impressionnant quand vous avez tous ces gens devant vous. Dans ces moments de... Bien sûr. Vous voyez, et je veux dire qu'à côté de Jean, il y avait Arrivel qui a toujours été avec Jean, avec sa clé à molette, prêt à défendre Jean. C'était, non, il avait une vraie communication avec ces hommes. Enfin, c'était... L'usine moderne qui est actuellement à Dieppe a été réalisée en plusieurs étapes. Alors je venais de finir la première étape et on était débordé par les commandes. Il fallait agrandir l'usine, ce que j'avais agrandi. Et on a engagé 300 et quelques personnes de plus et l'entreprise Alpine est devenue la première affaire de Dieppe, de très loin, avec plus de 800 employés. Et sur le plan social, mes hommes n'entendaient pas être préoccupés par les histoires de syndicats, etc. Non pas que j'ai fait quoi que ce soit pour empêcher que les syndicats soient présents, mais c'était les gars qui avaient autre chose à faire que de faire du syndicalisme. Et quand on a agrandi l'usine, et pour cet agrandissement je m'étais endetté sur tout ce que j'avais et tout ce que je pensais que j'aurais, j'ai engagé 300 personnes. Et la CGT qui n'était pas dans la maison a foutu 150 meneurs dans le lot des nouvelles personnes engagées qui m'ont foutu une grève du jour au lendemain. Les gars qui étaient engagés la veille au soir étaient en grève le lendemain matin à 6 h.
Et cette grève a tellement été tragique sur le plan financier que, à ce moment-là, Renault m'a demandé, Monsieur Dreyfus m'a demandé de prendre une participation dans l'affaire. Et j'ai pensé qu'il fallait que je rentre en relation avec Renault, alors que j'étais poursuivi par des marques étrangères que je ne nommerai pas, américaines et japonaises, et je n'étais pas du tout tenté de céder quoi que ce soit d'Alpine à l'étranger, compte tenu que les voitures appartenaient beaucoup plus à mon personnel, beaucoup plus à mes pilotes, beaucoup plus au public, et je ne me voyais pas en train de vendre Alpine à l'étranger, alors que financièrement et fiscalement, c'eût été infiniment plus intéressant. Et la raison pour laquelle j'ai traité avec Renault, essentiellement, ça a été de sécuriser l'emploi de tous mes compagnons. Alors, c'était un entrepreneur qui vraiment discutait. On n'était pas sur une espèce de visionnaire un peu intouchable, beaucoup plus. Non, il a les mains dans le cambouis quand même. Voilà, la question c'est est-ce que l'impulsion donnée par Renault à la marque Alpine pour faire revivre cette marque en course. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. C'est encore un autre sujet, mais qu'il voit, s'il peut voir aussi, il n'a pas eu le temps de le voir ça, mais il serait très heureux. Alors vous auriez à construire une berlinette en 2003, est-ce que vous la changeriez esthétiquement? Le moins possible. Regardez l'expérience que fait BMW avec l'ancienne Austin, la Mini. Ils vendent la Mini avec un ensemble créé par BMW autour de la Mini. Et ce que les gens achètent, c'est l'image de la Mini. Et c'est un succès commercial. Alors si je devais refaire une voiture, je m'inspirerais certainement des grandes lignes de la berlinette et je souhaiterais qu'elle ait autant de succès que la berlinette en a eu et en a toujours. Parce qu'il aurait plus en face de lui, quand je vous dis qu'il y avait une espèce de jalousie d'homme en automobile, c'est quelque chose de profond. Hein. Vous avez des exemples en tête de coups bas ou de... Ah, de jalousie, beaucoup, je n'avais pas d'idée, mais qui étaient jaloux de tout ça, oui, c'était... Même de la part d'hommes intelligents d'ailleurs, pourtant. Vous voyez, mais c'est des trucs un peu infantiles. J'ai la plus grande considération pour tous les garçons qui étaient avec moi et ils venaient chez nous parce que c'était le meilleur endroit pour que leur passion s'épanouisse, que ce soit le modeste mécanicien, que ce soit le bon technicien, que ce soit le bon pilote ou tout jeune pilote. Ils sont tous venus non pas pour l'argent, mais ils sont venus parce qu'ils étaient animés par la même passion que la mienne. Alors j'ai eu la chance, tout seul on fait rien dans la vie, on ne fait qu'à travers une équipe. Alors j'ai eu la chance d'avoir une équipe aussi passionnée que je l'étais, qui a su sacrifier, pas sacrifier, consacrer, parce que c'était pas du tout le sacrifice, ils étaient passionnés par leurs activités. J'ai eu la chance de les avoir tous autour de moi et c'est à eux que reviennent tout le mérite qu'on m'accorde aujourd'hui. Alors j'aimerais bien, faites ce que vous voulez dans votre émission et qu'on fasse comprendre que c'est à eux que je dois tous nos succès.